Alors, si on utilise scikit-learn, on a forcément un jour ou l'autre fait face à ce petit souci. On essaie de faire passer une information à travers un pipeline bien complexe et pouf, elle disparaît en cours de route. C'est frustrant, hein? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer une fonctionnalité super puissante, encore expérimentale, qui a été conçue justement pour régler ce casse-tête. Le routage des métadonnées. Voilà notre feuille de route. On va d'abord poser le problème, celui qui a frustré pas mal de monde. Ensuite, on verra la solution ingénieuse proposée par scikit-learn. On plongera dans le comment ça marche avec le système de requêtes, puis on passera à la pratique avec des exemples concrets avant de finir sur quelques règles à bien avoir en tête. Bon, commençons par le début. Pourquoi a-t-on eu besoin de tout ça? Pour vraiment apprécier cette nouvelle API, il faut comprendre la galère que c'était avant, ce qu'on pourrait appeler le mystère des données disparues. Cette question, elle parle à beaucoup de gens, j'en suis sûr. On a un paramètre super important, comme les poids d'échantillons, on le passe à notre pipeline, et puis plus rien. Il se volatilise sans laisser de traces, c'était un vrai problème. Et c'est ça le fond du problème. Ces métadonnées, elles se perdaient. Il n'y avait aucun mécanisme standard, aucun chemin balisé pour s'assurer qu'elles arrivent bien là où on en a besoin. Le pire dans tout ça, ça se passait en silence. On pouvait donc se retrouver avec des modèles mal entraînés, des évaluations complètement faussées, sans même s'en rendre compte. Heureusement, face à ce problème, l'équipe de scikit-learn a mis au point une solution vraiment élégante. Voyons un peu comment ce fameux routage de métadonnées vient tout réparer. La première chose que fait cette solution, c'est de mettre des mots sur les choses. On définit formellement ce qu'est une métadonnée. En gros, c'est toute information qu'on passe en plus des données d'entraînement X et Y. Rien qu'en nommant le concept, on peut commencer à le gérer proprement. Ensuite, le système définit deux rôles très clairs. D'un côté, il y a le consommateur. C'est lui qui a besoin de la métadonnée pour travailler, comme un modèle de régression logistique. Et de l'autre, il y a le routeur, par exemple un pipeline. Lui, il n'utilise pas la donnée, son seul job, c'est de la faire suivre au bon consommateur. Pour que ce soit limpide, on peut imaginer un service postal. Le routeur, c'est le facteur. Les métadonnées, c'est le colis. Et cette nouvelle API, eh bien, c'est tout simplement ce qui nous permet enfin d'écrire la bonne adresse sur le paquet pour être sûr qu'il arrive à destination. D'accord. Alors, comment on fait concrètement pour écrire cette adresse sur notre colis de métadonnées? C'est là qu'intervient le cœur du réacteur, le système de requête. C'est lui qui va créer un canal de communication fiable. Le processus est volontairement très explicite. Il n'y a pas de magie noire. Ça se passe en 3 étapes toutes simples. D'abord, on allume l'interrupteur, on active la fonctionnalité. Ensuite, on identifie qui est le destinataire du colis, notre consommateur. Et enfin, on lui fait dire clairement ce dont il a besoin. Ce qui est génial avec ces valeurs, c'est qu'elles donnent un contrôle ultra précis. True, c'est simple. Oui, je veux cette métadonnée. False, non merci, je n'en ai pas besoin, ignore-la. Mais la vraie star, c'est la valeur par défaut, none. Si une métadonnée arrive et que personne n'a dit quoi en faire, bam, erreur, fini les bugs silencieux. Et puis il y a l'alias, qui, comme on va le voir, est une sorte de super pouvoir pour les cas plus complexes. Bon, la théorie c'est bien beau, mais voyons ce que ça donne en vrai. On va mettre les mains dans le code et voir comment ce système se comporte dans des cas d'usage courant. Premier scénario, un grand classique. On veut utiliser des poids, le fameux sample weight, pour donner plus d'importance à certains points de données. Et on veut que ces poids soient utilisés à la fois quand le modèle s'entraîne, mais aussi quand on mesure sa performance. Et pour faire ça, regardez comme le code est simple et lisible. On prend notre scoreur, on prend notre estimateur, et sur chacun, on déclare qu'on attend bien sample weight en passant la valeur à true. C'est tout, c'est clair, c'est direct, pas de mauvaise surprise. Ok, mais si on a un cas un peu plus tordu. Imaginons qu'on ait besoin d'un certain jeu de poids pour l'entraînement et d'un autre jeu de poids complètement différent pour l'évaluation. C'est exactement pour ce genre de situation que les alias ont été inventés. Voilà comment ça fonctionne. Au moment où on appelle notre pipeline, on passe 2 arguments avec des noms inventés, par exemple fitting weight et scoring weight. Ensuite, on dit à l'estimateur, toi, quand tu attends sample weight, en fait, tu dois prendre ce que j'ai appelé fitting weight. Et on fait pareil pour le scoreur. Le routeur fait la connexion et le tour est joué. C'est hyper puissant. Maintenant qu'on a vu la puissance du système, il faut juste garder en tête quelques règles du jeu. C'est important pour bien l'utiliser sans se prendre les pieds dans le tapis. Ça, c'est l'erreur qu'on rencontre tous au début. Et en fait, c'est une bonne chose. Si on envoie des métadonnées mais qu'on a oublié de dire à un des maillons de la chaîne quoi en faire, scikit-learn ne va pas juste l'ignorer. Non, il va planter avec cette erreur pour nous forcer à être explicite. C'est un garde-fou qui sauve des heures de débugage. On pourrait résumer la règle d'or par tout ou rien. Si une métadonnée entre dans le pipeline, alors chaque élément sur son passage doit avoir une instruction claire. Je prends, je refuse ou je prends sous un autre nom. Il n'y a aucune place pour l'ambiguïté et c'est ça qui rend le système si robuste. Un dernier point, mais il est crucial. Tout ça est encore considéré comme expérimental. Ça veut dire 2 choses.
D'abord, il faut l'activer manuellement. Et surtout, ça veut dire que tous les estimateurs ne sont pas encore compatibles. Donc le réflexe à avoir avant de l'utiliser, c'est d'aller vérifier la documentation pour être sûr que ça fonctionne avec les outils qu'on veut utiliser. Au final, ce routage de métadonnées, c'est bien plus qu'une simple fonctionnalité. C'est presque une nouvelle philosophie de travail. Ça nous force à construire des pipelines de machine learning plus solides, plus lisibles et tellement plus simples à débugger. La vraie question n'est pas de savoir si on va l'utiliser, mais plutôt de se demander en quoi cette nouvelle clarté va-t-elle transformer notre manière de construire des modèles.